Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Il a été condamné à 16 ans et 8 mois de prison pour avoir acheté pour 300 € de GBL sur un site internet depuis Istanbul en Turquie. Le GBL, un stimulant sexuel autorisé en France mais interdit en Turquie. Fabien Azoulay ignorait que c'était interdit, c'était pour sa consommation personnelle, mais il est arrêté malgré tout et envoyé en prison pendant plus de 4 ans. Un enfer qu'il raconte dans ce livre, Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques, publié aux éditions Stock. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors effectivement, vous publiez ce livre tout récemment dans lequel vous expliquez votre histoire, vous racontez avec beaucoup d'émotion, d'ouverture ce que vous avez enduré, vous, le français, l'américain, le juif, l'homosexuel, dans une prison de Maltepe, un grand district d'Istanbul. Vous avez un peu plus de 40 ans en 2017 et vous décidez de faire un tour du monde après une vie entourée de beautiful people, comme vous dites. Vous êtes alors propriétaire de plusieurs spas où vous côtoyez Madonna, Cher, Eva Mendes, une vie de luxe aux États-Unis, pays que vous avez choisi, pays de cœur dont vous êtes tombé amoureux quand vous étiez adolescent. Mais cette vie, vous le dites, vous en aviez fait le tour. C'est tout à fait ça. Il y a quelques éléments qui m'ont fait réaliser que c'était plus pour moi, que ça me faisait plus vibrer intérieurement. Notamment, j'ai une de mes clientes un jour qui est venue me voir et qui m'a demandé de l'aider à choisir la couleur de ses ongles. Et en fait, je l'ai regardé sans rien dire, mais mon regard en disait long, parce que je me disais, mais il y a tellement de choses plus importantes dans le monde. Donc, ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait vendre mes spas et partir un peu pour me vider la tête à l'étranger, ce que j'ai fait. Et je devais m'arrêter, donc mon dernier arrêt devait être Istanbul, comme mon livre l'indique, pour me faire des implants capillaires. Et donc Istanbul a été mon dernier arrêt, mais pas comme je l'avais envisagé. Alors oui, après quelques jours à Tel Aviv, en Israël, vous arrivez en Turquie, pays par excellence des implants capillaires. Vous comptez y rester 2 mois et vous commandez donc sur Internet ce fameux produit, le GBL, 2 litres de GBL, produit qui est livré à votre hôtel, que vous récupérez. Et en fait, c'est là que tout bascule. Nous sommes le 25 septembre 2017 et vous êtes accusé de trafic de stupéfiants. Oui, alors je veux juste rectifier un truc. La commande a coûté 160 €. Pas 300 €. Bon, 160 €. Ouais, 160 €. Je l'ai acheté avec ma carte de crédit à mon nom et pour moi, c'était. J'ai vu que le paquet avait été bloqué à la douane, mais je me suis dit au pire, ils vont le saisir. Il y aura rien de. Enfin voilà, j'aurais perdu 160 €. C'est pas la fin du monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les policiers viennent à mon hôtel. Ils sont déguisés en employés en formation. Et donc, j'ouvre mon paquet devant eux, devant la réceptionniste ou le réceptionniste. Je dis, OK, c'est bien ça. Je le referme. Je m'apprête à monter dans ma chambre. Je me retourne. Police, vous êtes en état d'arrestation. Alors, pour revenir sur le GBL, vous avez commandé 2 litres de GBL, c'est bien ça. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais vous expliquez, c'est à l'origine une substance festive qui ne crée pas de dépendance physique, mais psychologique, et qui en fait qui peut être détournée. Alors oui, c'est ça. C'est mes amis qui sont étudiants en médecine qui m'ont recommandé ça parce que ça part très vite du sang. Après 2 heures, c'est éliminé. D'autre part, les 2 litres, c'était la quantité minimum que je pouvais commander. Et puis pour moi, d'accord, j'utilisais, mais c'était plus risqué d'aller dans la rue et de demander à quelqu'un, est-ce que vous savez où je peux trouver du GBL? Que de commander sur Internet. Exactement. Ouais, exactement. C'est ça. J'entre dans une nouvelle réalité, une histoire parallèle à la mienne, celle d'un autre Fabien Azoulay, un Fabien Azoulay inventé de toutes pièces par les autorités turques. Et pendant plusieurs heures après votre arrestation, Fabien, jusqu'à 4 heures du matin, les policiers vous giflent, vous agressent, vous demandent d'avouer et vous finissez par signer finalement à contre-cœur un acte d'accusation avec Google Traduction. Oui, c'est ça. Alors, je comprends la moitié parce que c'était pas très bien traduit par Google Translate. Et donc, ils m'ont attendri, en fait, comme de la viande. Ils me giflaient, ils me baffaient. Que ça soit les hommes ou les femmes, les inspecteurs. Et j'essayais de leur montrer sur mon téléphone la facture du truc, mes comptes bancaires qui étaient bien fournis à l'époque parce que je venais de vendre toutes mes affaires. Et je leur disais, mais j'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'être dealer. Et ils ont rien voulu entendre, en fait. Et vous n'avez pas eu le droit d'avoir un avocat à ce moment-là? Non, pas d'office. Il a fallu le lendemain que j'appelle, le soir même, quand ils m'ont amené en garde à vue,
j'ai eu droit à 1 minute de téléphone où j'ai appelé mon père en pleine nuit, il résidait en Israël, et j'ai appelé sur le fixe parce que je pensais que mon frère dormait et qu'il avait éteint son portable. Donc le fixe de mon père, il a décroché. Je me souviendrai toujours de sa réaction. Il comprenait pas ce qui arrivait. Donc ma belle-mère a pris le téléphone. Ils ont dû avertir mon frère le lendemain. Ouais. Et mon frère a dû appeler le consulat. Et j'ai donc moi appelé le consulat, ou le consulat a appelé le commissariat. Et c'est là où j'ai eu droit à un avocat, à une avocate qui un petit peu particulière. Voilà. Oui, enfin pas très compétente, on va dire. Oui. On va en parler. On va aussi revenir sur la relation que vous entretenez avec votre frère. Alors c'est vrai qu'aux yeux du gouvernement turc, il est beaucoup plus grave en fait de toucher à la drogue, d'être accusé de trafic que de tuer quelqu'un, puisque vous allez apprendre même qu'un assassin beaucoup plus tard sera libéré pendant votre détention. En fait, vous comprenez pas à ce moment-là. Pourquoi c'est considéré comme plus grave finalement? Alors non seulement ça, mais il y avait un détenu qui a violé un jeune garçon de 5 ans, qui l'a coupé en morceaux et qui a écopé d'une peine de 5 ans. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites mais où est la justice en fait? Où est la justice? C'est les proportions de peine de prison sont, enfin, selon nos justices en Europe en tout cas, c'est complètement disproportionné. Et il y a énormément de prisons en Turquie, 384, vous écrivez. À titre de comparaison, il y en a 187 en France, des prisons surchargées. Nous devions être 1500, nous sommes 3000. Aujourd'hui, la Turquie, est-ce que vous considérez que c'est une dictature, Fabien? Oui, alors c'est clairement une dictature sous couvert d'une démocratie, mais c'est clairement une dictature. Au vu du pouvoir, enfin c'est tous les jours le président parle à la télé, alors il insulte le président, il insultait à l'époque le président français, mais le fait de le voir tous les jours à la télé, c'est comme une propagande en fait qui le garde au pouvoir. En fait, les gens sont aveuglés par lui. Alors, votre nouvelle maison, donc cette prison, pour reprendre l'expression d'un policier turc qui vous nargue, combien vous êtes resté justement de temps dans cette prison et combien vous étiez dans votre cellule? Alors, là, en garde à vue juste une nuit. Ensuite, je suis allé à Maltepe, qui était une prison pour étrangers. Je suis resté 8 jours en quarantaine. Donc, quarantaine veut dire dans le noir. Des conditions d'hygiène déplorables. Des matelas, enfin, je vous passe les détails sordides. Et je suis resté 8 jours, j'avais rien, en fait, j'avais juste un matelas. Pas de douche, pas de savon, pas de serviette, pas de dentifrice. Au bout de 8 jours, je suis amené devant une commission où il y a une psychologue, soi-disant une psychologue, 2 directeurs, 2 sous-directeurs. Et la première chose que je dis à la psychologue, c'est « Je me suis pas brossé les dents depuis 8 jours. Ouais. » Et elle me dit « Bah oui, vous êtes pas à l'hôtel, vous êtes en prison. » Donc ensuite, il me dirige vers la cellule C13. Et quand j'arrive dans la cellule C13, je vois une 50aine, une 60aine de détenus. Dans une seule cellule? Dans une seule cellule. La cellule était donc sur 2 étages, avec 7 chambres de 6 détenus. Et en fait, le reste, c'était des matelas partout, par terre, là où on pouvait les mettre. Et vous dites, il y a une odeur infecte, vous écrivez la crasse, cette odeur âcre de pisse, de peur, de sperme laissé délicatement par mes prédécesseurs me retourne le cœur. Hors de question que je touche le matelas, plutôt crevé. C'est tout à fait ça. Et vous avez le sentiment d'être traité comme un animal aussi, dans la manière dont, par exemple, les gardiens vous donnent la nourriture? Alors ça, en cellule de quarantaine, oui, parce qu'ils jettent le pain par terre, en fait. Ils ouvrent une ouverture dans la porte et ils glissent le pain à travers ça qui tombe par terre. Donc, pendant 8 jours, j'ai pas mangé. Pas que j'avais faim ou quoi que ce soit. C'est ce que vous expliquez. Finalement, la peur, le fait de ne pas savoir pourquoi vous étiez là, ça vous empêche de penser à manger, quoi. Exactement. C'était comme mon estomac était verrouillé, bétonné, cloisonné. Violeur, voleur, tricheur, dealer, terroriste, assassin. Donc l'un, un Pakistanais, effectivement, de 18 ans, vous l'avez dit, a violé un enfant de 5 ans avant de le couper en morceaux. Son histoire passe à la télé. L'autre est un Syrien, un trafiquant d'êtres humains. Et effectivement, vous comprenez pas, Fabien, qu'est-ce que vous faites au milieu de ces hommes-là, alors que vous pensiez faire quelque chose en toute légalité? Alors oui, c'était vraiment quand je suis arrivé, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un film, dans un mauvais film, quoi, parce que c'était tous les types de crimes réunis dans une seule et même pièce. Et vous voyez, enfin, moi, je suis assez sensible avec les énergies des gens. Et vous voyez, moi, je pouvais sentir cette négativité, mais
partout, quoi, Ouais. dans tous les recoins de la cellule. Ouais. Et ça me faisait peur parce que j'avais jamais été confronté à ça de ma vie et je savais pas comment j'allais appréhender ça, me préparer, m'adapter, me protéger. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure. Alors justement, comment appréhender la vie avec tous ces détenus? Pour survivre ici, il va me falloir des alliés, m'adapter le plus vite possible, c'est ce que vous dites. Et justement, quelque chose va vous sauver, ce sont les fameuses cantines. Alors qu'est-ce que sont ces cantines? Alors, en fait, en prison en Turquie, on vous donne un matelas et tout le reste est à acheter. Donc, la prison est évidemment un commerce lucratif pour le gouvernement. Et donc, on vous laisse acheter une fois par semaine tous les éléments, enfin tous les produits dont vous avez besoin. Donc, il y a une liste de 10 pages de produits qui sont disponibles à la cantine. Alors, cantine, je sais, en français, ça veut dire quelque chose d'autre. Mais imaginez, c'est un supermarché de prison. C'est une petite épicerie. Voilà, une petite épicerie. Pas un supermarché. Ouais. Et donc, vous pouvez acheter ce que vous voulez toutes les semaines. Donc, moi, mon frère me mettait de l'argent sur mon compte de prison. Et grâce à ça, je pouvais commander tout ce qu'il y avait sur la liste, je le commandais. Ok. Non, même si j'en avais pas besoin, parce que je me disais, peut-être d'autres en auront besoin. Et en leur donnant certains de ces produits, peut-être je m'achèterais ma tranquillité. Et vous vous montrez généreux puisque vous allez être surnommé le patron le plus riche de la cellule, Fabien. Oui, c'est ça. Alors pour la plupart d'entre eux n'avaient pas d'argent. Leur famille ne leur envoyait pas d'argent. Et pour cause, j'ai envie de dire. Donc moi, toutes les semaines, je faisais le maximum de cantines. Et au fur et à mesure, alors je vais pas dire que je me faisais des alliés, mais... Vous étiez protégé? Même pas, mais j'étais moins menacé, on va dire. Parce qu'on va pas couper la main de celui qui vous donne à manger. Ouais. Et donc, oui, c'est comme ça, petit à petit, que je me suis adapté, que j'ai compris, voilà, je vais payer, mais au moins j'aurai un peu de tranquillité. Alors en attendant, vous attendez d'être jugé en fait pour ce que vous avez fait, mais vous ne tombez pas sur des avocats très bienveillants, plusieurs avocats successifs qui vous demandent beaucoup d'argent, qui vous promettent monts et merveilles, mais sans aucun résultat. Alors la première, je me souviendrai toujours, elle m'a dit, de toute façon, ni le juge, ni le procureur ne savent ce que c'est le GBL. Donc il y a très peu de chances qu'ils vous condamnent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le juge demandera de 20 à 30 ans de réclusion. Et ça, je l'apprendrai seulement 6 mois après. Je pense qu'elle avait eu honte de me dire. Ouais. Donc mon frère l'a su et l'a viré immédiatement. On est passé à une deuxième avocate qui était une ténor du barreau, soi-disant, qui est venue me voir quelques jours après qu'on ait viré la première. Et elle me dit, écoutez, ça fait 25 ans que je viens voir des prisonniers. Je connais les lois mieux que personne. Vous n'allez pas rester des mois en prison, vous n'allez pas rester des semaines, vous allez juste rester quelques jours. Donc laissez-moi faire et vous serez dehors avant même que vous n'aperceviez. Donc évidemment, quand vous entendez de tels mots, vous y croyez, vous dites ok, c'est une question de quelques jours, peut-être une semaine. Et au final, elle revient me voir en me disant écoutez, il faut qu'on suive le cours de la justice. Il y a des choses que je peux pas accélérer. Le 27 novembre 2017, vous avez une audience, mais là, c'est sûr, vous allez être libéré. Je suis ami avec le juge. Je vais dire à votre frère de prendre un billet pour le jour d'après. Donc, mon frère a pris le billet. Donc, je suis arrivé à l'audience le 27 novembre 2017. Je vois le juge avec lequel elle est amie, mais je suis un peu surpris parce qu'en fait, il est sur son téléphone pendant toute la durée de l'audience. Et donc, l'audience se passe, je comprends à peine ce que le juge dit parce que le traducteur traduit ce que je dis au juge, mais pas ce que le juge me dit. Donc, c'est en fait... Donc, vous n'êtes pas sûr de la traduction, en fait? Pas sûr de l'exactitude de la traduction, ni même de l'exactitude de ce que mon avocate dit au juge, en fait. Donc, c'est très perturbant. Et à l'issue de ça, le juge prononce le mot que je craignais qu'il allait prononcer, ce que tous les détenus m'avaient dit, ce qui est le mot devam. Devam, en turc, ça veut dire audience reportée. Donc, je regarde mon avocate, parce que je comprenais le mot à cette époque-là. Enfin, on m'avait prévenu que ça allait être certainement reporté. Je regarde mon avocate et elle me fuit du regard. Elle revient me voir le lendemain en me disant écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la prochaine audience, vous êtes dehors, c'est sûr et certain.
Donc, on arrive la fin de l'année. Prochaine audience, c'est le 17 janvier. Donc, je passe Noël, Hanouka, le Nouvel An en prison. En m'adaptant petit à petit aux conditions, mais c'est quand même chaque heure, chaque minute passée en prison apparaître 1 heure, chaque heure apparaître 1 semaine. Enfin, c'est tellement un environnement que j'avais jamais côtoyé, j'avais jamais eu de problème avec la justice, que c'est un choc vraiment énorme. Donc on arrive à la 2e audience en janvier 2018 et la veille de l'audience, mon avocate vient de me dire que tous les juges ont été changés. Ok. Ce qui veut dire que je ne serai pas jugé encore cette fois-ci, parce que les juges ont besoin de connaître le dossier avant de pouvoir émettre statuer. Mmh. Et donc, je sais très bien qu'à l'issue de ce procès, enfin de cette audience, je vais retourner en prison. La seule chose qu'elle fait de bien, c'est de demander un délai court entre cette audience et la prochaine. Donc, on a une audience qui est prévue pour le 17 février 2018. Oui. Donc, ça fait déjà 6 mois que vous êtes en prison. Ça fait déjà 6 mois que je suis en prison. Mais elle est toujours si sûre d'elle, trop sûre d'elle, j'ai envie de dire. Ouais. D'ailleurs, elle vous prend même, je crois, un billet retour pour la France. Je crois, il me semble, que vous écrivez ça. Elle vous prend un billet tellement elle est sûre d'elle. Non, elle me prend pas un billet. Elle demande à mon frère de prendre un billet. Oui. C'est ça. Donc, on arrive en janvier 2018. Le panel des juges a encore été changé. Alors là, je commence un peu à être irrité, à un peu être nerveux, à être un peu impatient et un peu, je hausse le ton avec elle. Et elle me dit, mais écoutez, je peux pas faire la justice, je peux pas aller plus vite que la justice. Je dis oui, mais ça fait déjà 2 fois que vous me dites que j'allais sortir et j'attends. Mon frère a pris un billet, mon frère a pris 2 billets et je suis toujours à l'intérieur. Elle me dit, écoutez, la prochaine fois, c'est sûr, vous sortez. Donc, on est maintenant en février 2018 et elle vient pas me voir la veille, pour me préparer à l'audience, ce qui me trouble un peu, en fait. Et arrivé à l'audience, je vois mon frère dans la salle, je vois mon avocate française derrière moi et je vois encore une fois un nouveau panel de juges que je n'ai jamais vu. Donc, je comprends dans ma tête que, encore une fois, je vais pas être jugé. Donc, l'audience dure 10-15 minutes et en fait le juge va prononcer une sentence ce jour-là de 20 ans réduite à 16 ans et 8 mois pour bon comportement à l'audience. Et donc tout le monde évidemment est choqué parce que normalement un juge doit connaître le dossier avant de statuer. Oui. Et là en fait non, il expédie à 16 ans de prison. 16 ans et 8 mois. Conduite. Alors c'est vrai que la peine peut paraître démesurée, Fabien. Vous parlez notamment d'un codétenu entier qui, en 3e instance, que vous rencontrez bien plus tard, a pris 17 ans de prison, comme vous, presque, pour 14 kilos de cocaïne qu'il leur rapportait du Brésil. Peut-être parce qu'ils savent justement que vous êtes juif, ils savent que vous êtes homosexuel. Est-ce que vous pensez que votre peine a été aggravée en raison de ces faits-là ? Alors, comme je l'explique dans mon livre, les policiers avaient donc mes passeports français et américains, sur lesquels il y avait un bon nombre de tampons Israël, parce que c'était encore l'époque où... on tamponnait les passeports. Exactement. Et donc ça, c'était un peu dur à dénier que j'étais de confession juive, mais aussi, il faut savoir que lors de mon arrestation, les policiers m'ont demandé « Are you gay ?» Est-ce que vous êtes gay ? Et donc, je leur ai dit... un peu naïvement que oui, parce que je pensais que j'étais encore dans... La Turquie était censée être une démocratie, donc selon moi, c'était pas un problème d'être gay. Et donc ils m'ont dit « Bienvenue dans votre nouvelle maison ». Et donc ils savaient pertinemment que ce produit était très utilisé dans la communauté gay et que... le GBL. Le GBL, et que j'étais pas vraiment un dealer, mais je pense qu'ils voulaient me faire payer justement pour ma judaïté, mon homosexualité et le fait que j'étais franco-américain.
vu que les relations entre les deux pays étaient tendues déjà à l'époque. Et entre la France et la Turquie, effectivement. Alors, vous écrivez « Je me fixe comme règle principale de ne jamais céder à la sincérité, de ne surtout pas révéler que je suis homo. Je ne veux pas imaginer ce qu'ils pourraient me faire s'ils l'apprenaient. Être juif pourrait aussi être un problème pour eux, donc pour moi. Mais pour ça, je ne peux rien faire. Mon nom le chante. Je m'appelle Azoulay. » Donc, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en plus de la pression, donc Fabien, d'être dans cette prison, il y a aussi tout ça qui s'ajoute, votre identité, votre sexualité, votre judaïté, et vous êtes le seul juif dans cette prison. C'est exact. Le seul juif dans une prison de 3000 détenus. Ça fait un peu peur. Alors donc, on n'a pas accès aux autres cellules, évidemment, mais être avec 59, on va dire, détenus qui sont tous musulmans, de tout pays, d'Iran, d'Irak, de Syrie, de Maroc, Algérie, Tunisie, Ouzbékistan, enfin vraiment c'était Afghanistan, ouais, c'était la tour de Babel. La tour de Babel, exactement, comme je le dis dans mon livre. Ouais. Et donc les Marocains savaient que Azoulay c'était un non-juif parce qu'il y a un des membres du gouvernement, le conseiller du roi, qui s'appelait Azoulay. Donc la nouvelle, enfin le téléphone arabe, on va dire, les nouvelles vont vite en prison. Donc moi j'essaie de pas en parler du tout, mais eux savent, et en fait, ils le disent aux autres détenus. Donc, malgré ça, j'arrive à acheter ma tranquillité en faisant des cantines pour un peu tout le monde, mais ça va pas durer, en fait. Et oui, survient malheureusement une agression antisémite, on peut le dire, le 8 novembre 2019. Un homme vous jette le contenu d'une bouilloire au visage en criant « Allahu Akbar, Dieu est grand » en arabe. Et là, vous vous êtes senti peut-être pour la première fois en danger de mort parce que vous étiez juif. Oui, alors j'ai eu aussi un sentiment d'incompréhension. Je me disais, mais en plus de ma peine de 16 ans et 8 mois, je me faisais agresser pour ma religion et je comprenais plus rien en fait. J'étais perdu. La vie ne faisait plus de sens en fait, selon moi. Et donc j'ai été heureusement traité pour ces brûlures qui étaient au second degré. Heureusement. Alors je vous le résume en quelques minutes, mais bon, j'ai été à l'hôpital militaire, ils n'avaient pas les produits pour me soigner. J'ai dû donc attendre 3 heures avant qu'un bus ne vienne me chercher pour m'emmener à l'hôpital des Grands Brûlés à Istanbul. Tout ça me notait parce que ils refusaient de me laisser mettre les glaçons sur le visage et sur le corps. Donc j'avais le visage et le corps en feu pendant tout le trajet. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis tombé heureusement sur un docteur, une femme, qui avait fait ses études aux États-Unis. Donc je commence à discuter avec elle. C'était comme un rayon de lumière dans mon existence sombre, parce qu'elle m'a parlé, puis elle parlait très autoritairement aux gardiens, en fait, parce qu'elle a clairement vu que j'étais un innocent, que j'avais pas ma place en prison. Ouais. Et elle m'a même confié que son pays avait beaucoup de problèmes par rapport à la démocratie, et qu'elle me disait que c'était pas un endroit à rester ou à venir en vacances. Alors, votre visage aujourd'hui est intact, Fabien, mais est-ce que vous gardez des séquelles de cette agression aujourd'hui? Alors, sous les aisselles, j'ai encore, oui, quelques marques qui me rappellent, en fait, ce qui s'est passé. Mais j'ai aussi pu relativiser parce que, à un moment, je me suis dit, mais il aurait très bien pu mettre de l'huile ou de l'acide dans cette bouilloire. Et dans ces cas-là, j'aurais été, défiguré à vie. Donc, c'est quelques mois après que ça se soit passé, que je me suis dit ça. Mais sur le moment, oui, j'étais en colère, j'étais submergé par les émotions, et je me disais, mais pourquoi tant de misère, pourquoi tant de malheur? Ouais. Une agression islamiste, et on vous ramène souvent d'ailleurs à votre condition de juif, notamment lorsqu'un des co-détenus vous menace après vous avoir escroqué, il vous fait chanter, il vous menace de raconter que vous l'avez touché, notamment il vous dit « Tu crois qu'ils vont croire qui? Moi je parle turc et je suis bien avec les gardiens, toi tu es étranger et puis tu es juif. » Alors oui, il s'agissait d'un Syrien qui était en prison depuis l'âge de 14 ans. Il avait été transféré de la prison juvénile à l'âge de 18 ans. Et du coup, il était copain avec tous les gardiens. Alors, la chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est il est venu me voir donc, comme demandant de lui faire de plus en plus de cantines jusqu'à ce que ma limite soit atteinte, en fait, parce qu'on pouvait dépenser jusqu'à 75 € par semaine. Alors, ça fait beaucoup, 75 € en Turquie, parce que c'est pas les mêmes prix qu'en France, on va dire. Mais donc, il m'a menacé
d'écrire au directeur, mais il m'a aussi menacé physiquement, c'est-à-dire qu'il avait entre ses phalanges 2 lames de rasoir, et il m'a dit, si tu fais pas ce que je fais, je vais tracer 2 X sur tes joues pendant que tu dors. Et ce sera rien à côté de... Et ça sera rien à côté des petites brûlures que tu as eues. Ouais. Et alors là, j'étais tétanisé. J'en ai même pas parlé à mon frère. L'agression à l'eau chaude, il l'a su. Mais j'ai été tétanisé et j'osais même pas en parler à mon frère. Et heureusement, vous allez être transféré peu après. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Vous êtes encore en prison en Turquie quand vous entendez cette chanson « Gam, Gam, Gam » qui est un célèbre psaume juif qui a été repris dans un mix par des DJ. Ça, c'est un brin de lumière finalement dans l'obscurité, Fabien. Alors oui, c'était une chanson que j'avais apprise à ma bar mitzvah. Et en fait, la première fois qu'elle passe, alors tout s'est passé en un jour, hein, en un seul et même jour. La première fois qu'elle passe, je reconnais l'air, mais c'est flou dans ma tête. Elle repasse une deuxième fois et je comprends que c'est de l'hébreu. Ouais. Troisième fois, je me dis, mais je connais cette chanson, elle est passée à ma bar mitzvah. Ouais. Ensuite, elle passera 8 fois pendant la même journée. Et donc, je garde vraiment l'air en tête. Cette fois-ci, je me suis dit, faut que je demande qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, on va 3 ans plus tard, et quand j'arrive à la prison de la Santé, j'appelle mon père en Israël, parce qu'à la Santé, j'avais droit au téléphone 24 heures sur 24, j'avais ma cabine téléphonique dans la cellule, alors qu'en Turquie, c'était 10 minutes par semaine. Le vendredi, à 2h30. Et donc, j'appelle mon père et je lui demande, papa, j'ai besoin que tu me traduises cette chanson. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je l'ai entendue en Turquie. Et donc ça, s'était passé quelques semaines après mon agression. Donc, mon père me traduit cette chanson qui signifie « Quand tu seras dans la vallée de la mort, Dieu, serai là pour te tenir la main. » Donc, j'en pleure évidemment au téléphone parce que je me dis « Mais voilà, que c'était vraiment un message divin qui est venu au moment où j'allais le plus mal. » Et ce qui s'est passé, c'est quelques jours après, quand Zacharia, donc le Syrien qui me rackettait, quand sa cantine devait arriver, quand ma cantine devait arriver, que je devais lui donner tous les produits, les gardiens nous ont appelés à l'appel du matin et ils ont prononcé 3 noms, dont le mien. Ils m'ont dit, vous avez 5 minutes pour prendre vos affaires, transfert dans une autre prison. C'est alors que j'ai regardé Zacharie sans rien lui dire. Et il avait compris, évidemment, qu'il n'aurait pas sa cantine. Ouais. Et alors, j'étais un peu perturbé parce que je m'étais un peu habitué à cette prison. Après pratiquement 2 ans, j'avais celle où vous passez le plus de temps, finalement. Oui, j'avais un peu pris mes repères, on va dire. Je partais à l'inconnu, mais en même temps, j'étais libéré de mon bourreau et c'était un soulagement pas possible. Alors vous êtes quand même assez spirituel finalement, en tout cas après ce signe-là, vous retrouvez un petit peu de spiritualité, de foi finalement en l'avenir, et vous dites un soir dans la deuxième prison, la prison de Métris à Istanbul, où vous êtes incarcéré, la dernière de Turquie. Ah oui, je ça crois. c'est la dernière, il y en a une entre-temps. Oui, okay. C'est la 3e alors du coup. La 3e. Alors vous demandez un signe à votre maman, et là en fait le signe que vous demandez va apparaître. Oui, c'est ça. Donc, c'était à la prison de Giresun, la 2e. Donc, je demandais auparavant à ma mère dans mes prières, protège mon frère, protège mon père, protège mon chien, laisse-moi rentrer à New York, chez moi. C'était toujours les mêmes prières que je faisais. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai l'impression d'être dans un sous-marin où tout est airtight, tout est bloqué en fait. Donc, j'ai modifié ma prière, j'ai dit maman, si tu penses que je dois rentrer à Paris, j'aimerais que tu m'envoies 3 signes. Je veux 2 papillons et une libellule. En fait, j'ai choisi ces signes quasi impossibles à trouver en prison parce que j'avais pas du tout envie d'entrer à Paris. Et donc je me suis dit bon bah je vais prendre un truc voilà quasi impossible. Et j'étais un peu bluffé en fait parce que le matin, le lendemain de cette prière que j'ai envoyée à l'univers, ou voilà, adieu, je suis allé dans la petite courette qu'on avait, une petite courette avec des murs très très hauts et des barbelés électriques au sommet. Et donc, je vois un espèce de papillon de nuit qui s'agite quand je sors. Bon, je dis de toute façon, un papillon de nuit, c'est pas vraiment un papillon. Quelques heures après, je rentre, je fais des mots croisés, je fais un peu de lecture, je ressors. Il faisait beau, je me souviens.
Et là, je vois un monarque, donc ces papillons orange et noirs, qui descend du haut du mur, qui fait un tour dans la cour et qui ensuite s'envole vers le ciel. Alors là, je me dis, un peu regrettant en fait d'avoir vu ça. Je me dis, ok, bon, là, je peux pas daigner, c'était vraiment un papillon, mais de toute façon... Il n'y a pas la libellule encore. Il n'y a pas la libellule, donc ça ne compte pas. Je rentre chez moi à New York si jamais je suis libéré. Et 2 heures plus tard, peut-être, 1 heure plus tard, je ressors et je vois un truc bleu sur les barbelés. Et à ce moment-là, je pense vraiment halluciner. Donc, je demande à un co-détenu de me dire qu'est-ce que c'est ce truc là-haut. Donc, je lui dis, hey, dis-moi, c'est quoi ce truc là-haut? Et puis, lui, il me dit, ah bah, c'est marrant, c'est une libellule. J'en ai jamais vu en prison. Et en fait, Ilana, la libellule s'est déplacée de centimètre en centimètre sur les barbelés, si bien que si je l'avais pas aperçue la première fois que j'étais dehors, je l'aurais vue à un autre moment. Et elle est restée, je vous dis, elle s'est déplacée de centimètre en centimètre. Ça m'en donne encore la chair de poule. Donc votre maman vous a entendu? Elle m'a entendu, elle a voulu vraiment que je rentre à Paris. Elle voulait pas que je rentre à New York. Alors en tout cas, Fabien, en coulisses, on se démène pour vous. Votre avocate Carole Olivia Montenot, votre frère, on tente de médiatiser votre histoire. Une collecte de fonds est même organisée de France dans la communauté pour vous. Vous recevez beaucoup de lettres, de colis qui vont se multiplier d'ailleurs plus tard, lorsque vous allez être transféré dans cette fameuse 3e prison. Vous êtes aussi soutenu par Nicolas Sarkozy, par de nombreuses personnalités. Et puis, il y a cette kippa qu'on vous remet aussi à la fin de votre incarcération. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Ah, c'est tellement beau et symbolique et plein de bonnes énergies. En fait, c'est un ami à moi qui a fait son alia, un ami à moi de New York qui avait fait son alia en Israël quelques années avant. Il parlait de moi à l'office tous les vendredis et en fait, il y a plein de ses amis qui ont rejoint ma cause et qui m'ont envoyé non seulement des lettres de soutien, mais ils ont aussi pris une kippa où ils ont inscrit des mots keep on shining, des mots de soutien. Des mots de soutien en anglais et en hébreu. On va montrer peut-être l'intérieur de la kippa. Oui, bien sûr. Alors. Voilà, montrer. Voilà, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on peut montrer l'intérieur de la kippa, effectivement. Ce sont des mots qui ont été gravés ensuite. Hein. Alors, c'est ça. Donc, ça a été écrit par diverses personnes. Et ensuite, il y a eu un survivant de la Shoah de 98 ans qui est repassé par-dessus pour les graver, en fait. Et ça m'a touché doublement parce que ça a été écrit par des gens, mais il y a quelqu'un qui a survécu, pas ce que j'ai vécu moi, mais qui a aussi fait de la prison pendant des années, qui a écrit ça, qui a gravé ça, et je la garde tout le temps avec moi. Inestimable. Ouais. Inestimable. Alors, je veux juste rajouter un truc. Il y a mon avocate française, Carole Olivia Montenot, mais il y a aussi mon avocat, François Imray, qui a joué, qui est un ténor du barreau, qui a une expérience vraiment très proche aussi des sphères politiques. Exactement. Ouais. Ambassadeur, ex-ambassadeur, avocat des droits de l'homme, enfin, qui a joué un énorme rôle diplomatique et sa finesse d'analyse, sa finesse dans la façon dont il parle ont aussi contribué à ma libération, au fait que Macron parle de moi à Erdogan en marge du G7. Donc, tout le mariage, la combinaison de ces deux avocats ont fait que, plus la médiatisation, ont fait que j'ai été libéré. Effectivement. Alors ce livre, c'est aussi une déclaration d'amour à votre frère Xavier, qui dès le départ est là pour vous épauler, vous soutenir dans vos démarches, pour tout faire pour tenter de vous sortir de là. C'est votre héros, vous dites. Mon rock, mon héros. Je pense pas qu'il y a beaucoup de frères qui auraient pu faire ce qu'il a fait. Il a mis sa vie entre parenthèses pendant 6 ans. Et je vais dire 6 ans parce qu'il y a eu 4 ans de prison et ensuite 2 ans de dépression. Et il m'a pas lâché pendant tout ce temps-là. Alors aujourd'hui, je sais qu'il est heureux que je sois dehors, heureux que je sois sorti de ma dépression. Mais pendant ces 4 ans, il a été là. Il est venu à Istanbul 42 fois en 2 ans. C'est pas en 4 ans. Parce après mon transfert, je lui ai interdit de venir. Je lui ai dit à cause du Covid. Oui, il n'avait pas le droit de venir. Mais j'ai menti en fait parce que je ne pouvais pas le voir prendre 2 avions avec un layover de 6 heures entre chaque avion, plus conduire 2 heures, plus aller au procureur, tout ça pour 45 minutes de visite.
C'était juste pas possible. Et justement, on ressent une forme de culpabilité que vous éprouvez envers lui dans cet ouvrage, quand vous dites notamment lorsque votre maman est décédée d'un cancer du sein, que votre père est parti vivre en Israël, Xavier, lui, est resté seul et meurtri, c'est ce que vous écrivez. Vous l'apportez encore, cette culpabilité? Alors, écoutez, je pense qu'il fallait que je passe par les États-Unis pour me construire. Paris, j'avais pas de... Je voyais les choses en grand, en fait, et je pense pas, maintenant en regardant en arrière, que j'aurais pu réaliser à Paris ce que j'ai réalisé à New York. Ouais. Donc, non, c'est pas un regret d'être parti de Paris, mais peut-être que j'aurais dû le prendre avec moi quand mon père a déménagé en Israël. Mais votre frère vous aime puisqu'il vous a soutenu pendant toute cette épreuve, effectivement. Alors, votre avocate, vous en parlez, hein, Carole Olivia Montenot, trouve en fait un cas de jurisprudence, un citoyen turc qui a été arrêté chez lui pour possession de GBL sur le même site internet d'ailleurs que vous, qui est passé aux assises et qui a lui été acquitté. Alors là, c'est un petit peu voilà, le coup de pouce du destin, quoi. Oui, sauf que lui avait été arrêté en novembre 2017, donc 2 mois après moi. Donc il a été libéré en première instance. Donc il a pas fait de, il était assigné à domicile puisqu'il était turc, ouais. Et donc il n'a pas vraiment fait de prison. Et mes avocats turcs auraient pu trouver ce cas de jurisprudence et me faire libérer bien avant ça. Ouais. Donc des années après, ça a été trouvé, quoi. Des années, et en plus ça a été trouvé par mon avocate française. Donc il y a clairement un problème de justice, alors que c'est des centaines de milliers d'euros que j'ai payés aux 5 cabinets d'avocats successifs que j'ai engagés. Donc une fois qu'elle a trouvé ce cas de jurisprudence qu'elle a fait donc traduire en français, elle a été voir l'ambassadeur turc en France, à Paris, et il lui a clairement dit que soit que j'étais libéré, soit transféré, mais d'une manière très très rapide, car sinon ce papier allait faire la presse internationale. La Turquie, évidemment, n'avait pas envie d'avoir une mauvaise image à l'international, puisqu'ils sont vraiment dépendants du tourisme. Donc, tout s'est un peu affolé à Ankara. Et quelques mois après, j'ai été transféré, parce qu'ils ont refusé d'admettre que c'était une erreur. Ils ont refusé de mettre à jour ce cas de jurisprudence. Mais moi, évidemment, j'en parle dans mon livre, parce que c'est ce qui s'est passé. Alors, arrive enfin l'heure du départ de Turquie, le 17 août 2021, à 6h du matin, on vient vous chercher. C'est le soulagement, mais pas tout à fait, puisque vous savez en fait que vous allez devoir passer par la case-prison en France. Oui, alors ils sont venus me chercher à 6h du matin, mais mon vol était à midi, en fait. Et donc, Interpol, Turquie, est venu me chercher. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais encore une fois, dans un film, quoi. On se croit où? Interpol est venu me chercher, quand même. C'était gros. Et donc, ils m'ont pris, ils ont analysé tout ce que je ramenais avec moi, donc mes trésors de prisonnier. C'était les lettres que j'avais reçues pendant 4 ans. J'avais tout gardé. Ouais. C'était aussi les livres que j'avais écrits, dont une base est écrite dans il n'y a pas encore tout qui est, non, diffusé. Il y a beaucoup d'éléments qui se sont passés que j'ai pas pu intégrer au récit ici, dans le livre. Mais oui, en 4 ans, vous imaginez 250 pages, c'est pas résumable Mais ça a aussi été une forme de thérapie, j'imagine, d'écrire aussi pendant toutes ces années de détention, jour après jour, comme un journal de bord. Exactement, comme un journal de bord, où j'ai pu vraiment mettre mes émotions sur papier alors que je les traversais. Donc c'est assez intéressant, et puis je pense qu'un jour je vais les exploiter de manière différente. Donc Interpol est venu me chercher et m'a demandé qu'est-ce que c'était tous ces cahiers, et instinctivement je leur réponds ma thèse, parce que c'était en anglais. Et donc ils cherchent pas plus loin à voir, mais s'ils savaient que c'était l'enfer que j'ai vécu pendant ces 4 ans, je pense qu'ils me les auraient retirés. Donc Interpol vient me chercher, il me ramène à l'aéroport, le nouvel aéroport qui venait d'ouvrir. Pendant que j'étais incarcéré, Atatürk a fermé et Erdogan a ouvert un autre aéroport. Oui. Interpol France vient me chercher, donc on passe des mains d'Interpol Turquie à Interpol France. Et en même temps, ils passent mon téléphone et mes passeports. Et je les avais pas vus depuis 4 ans, et puis ça me fait un choc. Moi qui prenais l'avion très fréquemment, enfin j'avais mon passeport toujours sur moi. Ouais. Et donc ça me fait un choc et ça me fait chaud au cœur. Et donc ils me disent le vol est à midi, le vol est confirmé. L'assistante sociale du consulat est venue me voir et me dire au revoir. On a créé une bonne relation avec elle. Et donc
je suis dans la salle d'embarquement et je me souviens, Interpol Turquie n'est pas parti jusqu'à temps que l'avion ne parte parce qu'ils avaient peur que comme si j'allais m'échapper alors que j'étais si proche du but. Et donc, Interpol m'emmène dans l'avion et jusqu'au moment où la porte se referme et que l'avion commence à rouler, je me dis, ils vont me désembarquer de l'avion. Une fois que l'avion, je me souviendrai toujours que l'avion décolle, mon cœur commence à battre très très vite parce que je me dis, ça y est, c'est la fin du cauchemar. Ouais. Donc vous êtes transféré à la prison de la santé. Vous dites toutefois que vous avez l'impression d'être au Club Med pendant cette période, Fabien. Il y en a qui vont pas aimer que je dise ça, mais oui, comparé aux conditions de détention de la Turquie, ça n'avait rien à voir. Ouais. Rien à voir. Il y a un suivi psychiatrique, psychologique. J'avais un petit déjeuner digne de ce nom. Oui. Et je me souviendrai toujours, il y a un détenu qui s'est plaint qu'il n'y avait pas assez de chocolat dans le pain au chocolat quand même. Ah ouais, d'accord. Donc si j'avais dit ça en Turquie, s'il y avait eu même un pain au chocolat, je me serais pris une baigne, ça c'est sûr. Alors des conditions de Club Med, mais ça ne vous empêche pas d'être finalement très dépressif, d'être toujours très inquiet par rapport à votre situation. D'ailleurs, vous dites en octobre 2021, à une audience qui suit la demande que votre avocate a faite, vous restez en prison et là, vous pensez au pire, Fabien. Oui et non, parce que j'étais déjà dans mon pays, j'avais déjà des amis qui venaient me voir, parce que les visites c'est beaucoup plus simple qu'en Turquie. Je recevais du courrier tous les jours, alors qu'en Turquie c'était une fois par semaine, ils vous groupaient le courrier. Et en fait, j'étais dans une cellule seule, individuelle, où j'avais un frigidaire, une télévision, une plaque de cuisson, une cabine téléphonique où je pouvais appeler 24 heures sur 24. Donc, non, j'avais repris un certain enthousiasme de vie aussi. Et puis, je sentais que la fin était proche. Parce qu'on m'avait, à l'audience du 1er octobre, ils avaient requalifié mon délit en 50 prisons. Donc, c'était 50 prisons avec aménagement de peine. Que vous aviez déjà beaucoup fait pour la majeure partie du temps. Donc, il me restait peut-être un mois à rester. Et donc, j'ai rencontré plusieurs détenus dans le quartier des vulnérables où je séjournais. Et on dit pas séjourner en prison, hein, où je étais incarcéré. Et donc, je parle à quelques personnes. Il y avait des maires, il y avait des ministres, il y avait des personnalités qui avaient été médiatisées. Et entre autres, il y avait un détenu radicalisé qui avait été radicalisé. Ouais. Alors justement, ça on en parle, c'est très intéressant puisque effectivement, donc vous êtes dans un autre univers, vous êtes en France à présent, mais cette expérience de la prison finalement vous a donné un autre regard sur la vie, peut-être, vous a donné envie de faire le bien autour de vous et vous voyez cet homme effectivement qui est seul dans la cour de la prison, à qui personne ne parle. Vous apprenez en fait que cet homme a tenté de tuer et d'assassiner à la hache 2 personnes de confession juive, 2 retraités. Et en fait, vous dites, je vais aller le voir, je vais aller lui parler. Alors, il faut savoir que pendant mes 4 ans d'incarcération, je suis passé par plein de phases. La haine, l'incompréhension, la colère, la rage, ensuite l'acceptation, et ensuite la capacité de pardonner. Parce que je pense qu'on se résume tous plus aux erreurs. Enfin, on ne se résume pas aux erreurs qu'on fait dans notre vie. On est bien plus que ça. Et donc, arrivé à la santé, je vois cet individu à qui personne ne parle et puis qui a l'air complètement renfermé sur lui-même, le regard vide et tout. Je me promène dans la cour et la majeure partie du temps seul et puis j'entends une voix qui me dit va lui parler. Donc, je décide d'oublier cette voix. Le lendemain, j'entends encore cette voix, va lui parler. Donc je me décide d'aller avancer vers lui, à lui parler, lui demander quel est son nom, pourquoi il est là. Donc il me dit son nom, il me dit qu'il s'appelle Mahmoud, qu'il vient du Pakistan, il a 27 ans, qu'il est venu en France pour chercher son petit frère qui s'était évadé du Pakistan à l'âge de 19 ans, qu'il était peintre en bâtiment quand il était venu en France, et puis que avant qu'il parte du Pakistan, un imam lui avait dit que s'il tuait des juifs, il retrouverait son petit frère. Et que en semaine, il travaillait et pendant les week-ends, il cherchait son frère, mais qu'un jour, en désespoir de cause, eh ben, il a pris une hache dans l'atelier et il a essayé de tuer deux juifs retraités. Sauf que, Dieu merci, il n'a pas réussi. Mais il m'a confié que quand il a vu le sang sur ses mains, il a
réalisé qu'il avait fait quelque chose d'horrible et de mal. Et ayant côtoyé des talibans, des Daesh pendant près de 4 ans, j'arrivais à juger la dangerosité des terroristes, des vrais terroristes. Et même si je croyais à moitié ce qu'ils me disaient au départ, j'ai essayé de le challenger en fait. Je lui ai dit, tu sais que je suis gay et juif, juste pour voir si son regard allait changer. Exactement, tout à fait. Et il me dit, tu sais que moi, d'abord, j'ai vu ton cas à la télé, et puis au Pakistan, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis gays, enfin ça, on respecte tout le monde, et je lui dis, ok, et est-ce que tu te repens pour ce que tu as fait? Il me dit, 1000 fois. Et je lui ai dit, est-ce que si tu étais libéré demain, par exemple, tu referais ça? Il me dit, mais pour rien au monde. Et donc, je me suis dit, ok, c'est quelqu'un qui a fait une erreur. Il n'a pas été à l'école. C'est un fils d'agriculteur. Donc voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après ça, en fait, vous avez un peu ouvert la voie. Exactement. Ceux qui ne lui parlaient pas auparavant ont commencé à l'inclure dans les jeux de ping-pong, basketball, et peu à peu, j'ai vu la lumière qui revenait dans son regard, et puis comme si son âme avait réintégré son corps. Et je me suis dit, ça y est, ta mission en prison est accomplie. Et puis, une semaine après, j'étais sorti. Ouais. Vous êtes libéré donc le mardi 2 novembre. C'est la vie dehors qui me terrifie à présent. C'est ce que vous écrivez, Fabien. Le monde que j'ai laissé, je vais devoir le réapprendre et y trouver une place. Parce que c'est vrai que la réadaptation à la vie sociale, au travail, ça peut paraître aussi effrayant. Comment vous avez vécu cette période? Je vais vous raconter juste les voitures, par exemple. Ne pas avoir vu de voiture pendant 4 ans. Et les voitures à Paris vont vite, donc j'étais effrayé de ça. Ah ouais. Le métro, je ne pouvais plus le prendre. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui encore à prendre le métro. J'ai des crises d'angoisse. C'est ça. Alors, quand vous êtes enfermé vraiment pendant... C'était ma question. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un stress post-traumatique au quotidien? Il est toujours là, mais on va dire qu'il s'est atténué avec... Ça fait après 2 ans que je suis libre maintenant, mais je suis à vélo. Je ne peux pas prendre le métro. Et oui, il y a des éléments encore qui me rappellent que j'ai fait 4 ans de prison. Ouais. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va continuer à s'atténuer. Mais... Parce que vous dites que vous avez fait 2 ans de dépression. Oui, comment vous avez pu en sortir justement de cette dépression? Est-ce que vous en êtes sorti déjà? Oui, j'en suis sorti. J'en suis sorti vraiment de manière assez... ça s'est pas fait par palier, alors que tous les docteurs, psychiatres, psychologues me disaient ça va être par palier, mais en fait j'ai eu un épisode qui m'a fait sortir de cette prison mentale en fait dans laquelle j'étais pris. Ouais. Et c'est cette reconnexion à Dieu en fait qui m'a permis de ressortir de la dépression, de sortir de la dépression. Est-ce que vous gardez un lien avec votre vie en Turquie, avec les anciens détenus, avec le fameux Mahmoud que vous avez Alors, pas du tout. Ce que j'ai fait, je l'ai fait de bon cœur pour Mahmoud, et j'étais un peu, pas fier de moi, mais je me suis dit, voilà, celui-là, il va peut-être payer 10 ans ou 20 ans de sa vie, mais quand il sortira, je pressentais qu'il ne referait jamais ce qu'il a essayé de faire. Et excusez-moi, j'ai oublié la question. Oui, la question c'était est-ce que vous gardez justement un lien avec cette vie en Turquie? Par exemple, je pense au fameux Joël Lantier qui a été condamné à 17 ans de prison, c'est ça? Est-ce que vous continuez à lui écrire? Est-ce que... J'ai coupé les ponts avec tout le monde le jour où j'ai passé la porte de la prison. D'une, parce que c'était pas un univers, c'était pas mon univers. Je m'étais façonné une personnalité qui n'était pas moi. Et aujourd'hui, je suis moi-même. Et puis j'ai plus besoin de faire semblant, si vous voulez, donc j'ai aucun intérêt et aucune envie de garder contact avec des gens qui probablement vont recommencer leur drogue, leur deal de drogue. Et c'est une façon de se reconstruire aussi. Alors on va terminer par cette dernière question. La superficialité de ma vie à New York avait fini par me perdre et m'entraîner sur un terrain inapproprié, faire la fête, consommer du GBL, dépenser et me dépenser pour faire partie des beautiful people, fréquenter des stars et des winners parce que ça me donne l'illusion que leur lumière me fait briller. Tout ça n'a aucune consistance. Aujourd'hui, est-ce que vous avez justement trouvé ce sens, ce fameux sens que vous souhaitiez donner à votre vie? Est-ce que vous êtes heureux, Fabien? Oui, je suis heureux. Alors bon, j'ai plus rien, mais je réalise que
tout ce que j'avais avant, c'était de l'artificiel, du féerique, mais c'était pas du vrai, en fait. Et aujourd'hui, j'ai des valeurs, je pense avoir des valeurs vraies qui me gardent les pieds sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles, sans avoir besoin d'impressionner les gens, en fait. J'ai retrouvé la lumière interne et c'est ça qui compte vraiment pour moi aujourd'hui. Et puis, de toute façon, c'est un apprentissage. Hein. Ouais. La vie n'est pas un long fleuve Jeune, tranquille. Merci beaucoup, Fabien Azoulay. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre donc de votre livre que vous publiez, Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques, publié aux éditions Stock. Merci beaucoup. Merci, Lana. À bientôt.